Salut à tous, épisode 5 avec Wanty Gobert, Intermarché. On va ici s'intéresser à pas mal de classiques sur pavé. C'est un peu un moment que j'attends avec impatience à titre personnel. Et sans plus attendre, ça démarre avec le Grand Prix de l'E3. Donc là-dessus, on aligne une équipe plutôt compétitive. On a pas mal de coureurs en fait qui sont très bons sur ces terrains-là. Autour de Girmay, bien sûr, autour d'Alexander Kristoff, mais tous les autres ont peut-être leur mot à dire, que ce soit Pasqualone, Plancart, etc. Ils ont probablement tous quelque chose à dire à un moment donné, juste faire un choix, qui va être équipier, qui va se sacrifier, et quelle carte, à la limite, on va jouer à la fin. Il y a une envie, dès le départ, en voyant Van der Horn à plus 5, l'envie naturelle, c'est de le lancer en échappée, puisque Taco Van der Horn est typiquement le genre de coureur qu'on a envie d'avoir dans une échappée. Je vais donc ici, regardez, lui demander de sortir, ici, et honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile de prendre la bonne, parce que derrière, ça roule pas mal. Il suffit que votre coureur soit en fond de peloton à la base, au départ, et pour le faire remonter, déjà, vous avez au moins 5 ou 6 types qui sont déjà partis, ce qui ne facilite pas les choses pour partir en échappée. Voilà, on a ici tout de suite le train qui est assuré par la Jumbo-Visma de Wout van Aert. On est sorti quand même ici. L'autre équipe qui assure le train, on n'est pas surpris, c'est Alpecin de Koenig. Et quand même, les Ineos sont en embuscade. On sait qu'eux sont capables à un moment d'accélérer pour éventuellement jouer la carte de Van Barle, évidemment. Donc du gros Van Barle sur les databases de 2022 consécutives à sa victoire magnifique sur le dernier Paris-Roubaix. On a donc, vous voyez ici, une séquence de poursuite parce que le peloton ne valide pas l'échappée. Et donc ça a été comme ça plusieurs fois. Et je me résous à ce moment-là à attaquer, parce que je me dis, si on sort à 3 ou 4, peut-être que le peloton nous fichera la paix et nous laissera développer notre échappée. Et après, advienne que pourra. Il y a moyen de tenir peut-être pas mal de temps à l'avant avec Van der Horn. Qui sait, faire une petite Jackie Durand. Bon, en l'occurrence, le peloton n'a pas l'air de souhaiter que Taco s'échappe. Par là même, je vais le relever. Voilà, on va le relever. Et on va, avec son joli plus 5, juste le mettre dans la roue d'Alexander Kristoff là, et lui demander simplement de récupérer. Après, vous voyez, je viens de caler en effort maximal à 84, Kristoff et Girmay. L'effort maximal à 84, comme son nom l'indique, n'étant pas synonyme d'effort à 84, sans cela je les brûlerais très très loin de l'arrivée, ce qui serait absurde. Non, c'est plutôt que, étant donné que ce GP de l'E3 est une suite d'accélération de petites côtes très pentues ou de secteurs pavés, le tout c'est de rester vraiment très très à l'avant pour ne pas se prendre la moindre cassure. Et vous voyez, j'essaie de m'attacher à ça pendant les, on va dire, jusqu'à 40 bornes de la fin, où il y aura à un moment donné l'enchaînement juge de paix Paterberg Vieux Quarmont, hein, donc il est dans l'autre sens par rapport à l'enchaînement qu'on connaît sur le Tour des Flandres. Tour des Flandres qu'on verra un petit peu plus loin dans l'épisode. On se porte à l'avant très naturellement. Alors évidemment, dès qu'il y a une crevaison, aïe aïe aïe, on serre les fesses parce qu'il ne s'agit pas de se prendre une cassure. Bah ouais, allez hop, bam, ça y est, cassure là-dessus pour Aimé de Ghent, ce qui est bien regrettable, mais heureusement, le gros travail de Klerk nous a permis de revenir. Allez, on continue à s'accrocher, 60 km restants, il commence à y avoir des cassures qui peuvent être assez définitives hein, dans le peloton ici. Plancart, toujours en protection, Adrien Petit, qui est un peu souffrant, il sort de maladie en fait, Adrien Petit là, donc toujours en protection avec une forme négative, c'est un peu le choix naturel. Girmay bien à l'avant, Kristoff également au moment d'attaquer le Kreuzberg. Voilà, tous ces monts, on les retrouve hein, dans les diverses courses en Belgique, les Flandriennes. Mais
ici, voilà, moi je me méfie absolument de la sortie d'un ou deux favoris, ainsi que de l'éventualité de se prendre une cassure. On surveille, 40 bandes de l'arrivée. Qui est-ce qui est parti? A priori, c'est pas trop dangereux. On va se porter bien à l'avant ici. Ouais, c'était houlé. Donc, et voilà, regardez Van Der Poel, petite cinématique d'attaque sur pavé, sans se mettre en danseuse, bien évidemment. Et Girmay qui essaie de s'accrocher à Van Der Poel parce que la sortie de ces deux-là pourrait être le fait de course déterminant pour la fin. Donc je m'accroche à Van Der Poel qui attaque. On sait que Van Der Poel épuise l'adversaire lorsqu'il attaque, puisqu'il est excessivement gavé d'accélération, à juste titre d'ailleurs. Et ici, dans le vieux Kwaremont, il faut résister à tout prix. On résiste. Il nous reste encore un peu de barre. Regardez ce qui va se passer à un moment où... Ah là là, zut. Van Der Poel va s'échapper sur la toute fin du vieux Kwaremont. Bon, donc on va demander à revenir. Ça y est, ça va être chose faite. Girmay revient. Derrière, il réattaque le Van Der Poel. Et là, c'était l'attaque, la surattaque de trop. Bon, ben voilà. Wright, entre-temps, a repris Girmay. On peut se demander un peu de quelle façon est-ce que les choses vont se passer. Van Aert est sorti. Alors là, il commence à y avoir un petit peu le feu là, parce que c'est-à-dire qu'il y a pas mal de coureurs qu'on n'a pas du tout utilisés. Et on se retrouve avec Van Aert qui en remet une ici. Heureusement, certains coureurs nous aident à revenir. Le petit Sheffield d'Ineos n'est pas inintéressant, il a des belles notes. Girmay, déjà consommé, et pour lequel le coup a plus ou moins avorté, pourrait peut-être à ce stade-là nous servir d'équipier. Christophe peut encore jouer sa carte. Il y aura de la récupération de barres pour peu qu'on ne subisse pas tout de suite une contre-attaque. Donc vous avez Van Der Poel qui est tout seul devant. Il est à la minute là. Hein. Van Der Poel va peut-être se construire sa victoire en solitaire ici sur ce Grand Prix de l'E3. Et écoutez, là j'ai juste réussi dans ce tempo-là à intercaler Pasquale, plutôt à lui demander d'accompagner Van Aert, pardon. On n'est pas loin de la petite limite des 17,9 km, celle à partir de laquelle on peut suivre une roue, pour peu que le coureur ait suffisamment de barres, et contre-attaque de Van Barle. Alors là, il faut faire attention aussi, parce que Van Barle est capable de nous asséner un très très gros coup derrière la tête. On demande donc à Christophe de faire le boulot. Il n'est qu'à plus 2, donc quelque part je considère qu'il a quand même moins de chances de jouer sa carte dans le final du GPE3 que Girmay d'une part, ou un mec dont on n'a pas parlé depuis quelques minutes, Taco van der Hoorn. Donc là, à ce moment-là, on va chercher à sortir avec Van der Hoorn, puisque ça semble compromis pour ce qui est de tous les autres quasiment, même si j'ai calé Girmay dans la roue de Van Aert. Mais regardez, qui est-ce qui est sorti ici? Van Der Poel a été repris, et c'est Wright de nouveau qui est sorti en compagnie de Van der Hoorn. Est-ce qu'on n'a pas là-bas les trois hommes les plus forts de ce GP de l'E3? Bon, tout en sachant que Van Aert, c'est toujours difficile pour lui parce qu'il est toujours marqué. En l'occurrence, on lui effectue un marquage assez serré, nous, avec Biniam Girmay. 25 secondes, 23. On va attaquer ici. On va essayer de se débarrasser de Van Der Poel qui craque à 8 km de l'arrivée. Non, il craque pas, il revient. Et si on va en replanter une également avec Van der Hoorn, décidément inépuisable, avec sa superbe forme du jour, Wright reste dans la roue de Van Der Poel. Derrière, ça semble quand même avoir du mal à s'entendre pour ce qui est de mener la poursuite sur Taco van der Hoorn. Vingtaine de secondes, il y a peut-être moyen d'aller jusqu'à l'arrivée, 5 km encore. Hein. 5 km, il faut les tenir, on gère la barre, on essaye d'analyser l'adversité. Van Der Poel, ça ne viendra plus de lui car il est un peu en cinématique de défaillance. Wright qui essaie d'attaquer. Van Der Poel a pris sa roue, ce qui effectue un rapproché sur Van der Hoorn. Allez, il n'y a plus que le tournant à gauche ici. Et il restera en grosso modo 1 km avec Wright qui se rapproche beaucoup. Heureusement, il nous restait de quoi sprinter légèrement. Victoire pour Taco van der Hoorn ici sur le GP de l'E3. Pour les points UCI, je fais sprinter Girmay une fois que la messe est dite, et c'est comme ça que s'achève
ce qui est probablement à ce stade-là la plus belle victoire pour l'équipe. Van der Horn qui franchit la ligne en solitaire sur le Grand Prix de l'E3. Ça, si on me l'avait dit avant de démarrer, je l'aurais jamais imaginé. Donc ça fait doublement plaisir, déjà parce que le coureur est méritant et je sais pas, je trouve que ce type a quelque chose de sympa. Stuyven fait 3, voilà, derrière ça a sprinté mais un petit peu trop tard. On a battu quand même les meilleurs ici. Alors on peut avoir des interrogations, hein. Est-ce que cette victoire est finalement une forme de conséquence de ce nouveau système dans lequel les notes physiques ont une part prépondérante, ce qui pourrait éventuellement expliquer qu'un Van der Horn à plus 5 se voit boosté au niveau des notes physiques et finalement une fois que les gros se sont marqués entre eux et que certains se sont consommés comme Van der Poel, ne retire pas les marrons du feu assez simplement, hein. C'est ce qu'on verra si on a confirmation sur les prochaines Flandriennes. Ça voudra dire que c'est bien l'hypothèse qu'on peut formuler sur cette nouvelle version du jeu. Déjà, on va se tester tout de suite sur Gant-Wevelgem. Alors attention au remake de... Moi je ne veux pas le remake de Bruges-la-Panne. Pourquoi ? Parce que sur Bruges-la-Panne, à l'épisode précédent, on s'était fait complètement taper dans le final par Van Aert, certes sur un sprint un peu dévié, une trajectoire en tout cas pas très rectiligne, peu importe, il avait gagné, le jeu le permet, et juste voilà, éviter de revivre ce scénario-là. Et comment faire pour cela ? Est-ce qu'on envisage une victoire, en tout cas de faire jouer un rôle majeur à Van der Horn comme quelques jours plus tôt, 2 jours plus tôt, ou est-ce qu'on va plutôt mener notre petit train avec Pasqualon, Christophe et Girmay qui n'est qu'à plus 2 alors que c'est un de ses objectifs majeurs. Donc on peut dire qu'ici on a tiré un peu la malchance, peu importe, à plus 2 il est tout à fait exploitable, on l'a déjà vu, on s'était même imposé à moins 2 sur une étape de Tirreno me semble-t-il, donc il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Girmay est tellement fort qu'il a moyen de s'imposer de multiples façons avec une forme pareille, et en l'occurrence est-ce que le final de ce Gant-Wevelgem va se jouer entre quelques hommes ou est-ce que nous aurons un sprint relativement massif d'une 30 ou quarantaine de coureurs. Donc c'est toute l'interrogation. Après, pour générer une fin à 5 ou 6 par exemple, il faut mettre aussi ce qu'il faut en termes de consommation d'équipiers entre les divers monts. Vous savez, par exemple sur cette séquence ici entre Kemmelberg et repassage au Kemmelberg dans l'autre sens, qu'on aura à 30 et quelques kilomètres de l'arrivée, il va falloir voir si on se consomme ou si on décide tout simplement de laisser faire, parce que l'IA a beaucoup d'intentions, et notamment la Jumbo-Visma, ce qui est tout à fait légitime. Attention aux Trek également, ils sont présents et dangereux. On se méfiera toujours d'Ineos pour les raisons évoquées plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a quelques équipiers de grande valeur et un leader de grande qualité. Van Barle peut s'imposer ici sur un groupe de quelques-uns, voire même en solo s'il nous piège. Donc, vous voyez, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé assez naturellement d'être plutôt dans une certaine passivité. Autant j'avais tenté de prendre l'échappée, on le sait, souvent compromise au niveau de ses chances réelles d'aboutir sur le GPE3, mais j'avais quand même tenté de la prendre, puis on avait vu que ça avait pas du tout fonctionné, on nous laissait pas sortir. Tiens, il y a Wright qui est sorti, lui il a eu le droit, malgré son joli podium quelques jours plus tôt sur Gant-Wevelgem, on l'a laissé sortir. Après voilà, ils mènent grand train les Jumbo-Visma. Là on voit les Ineos qui prennent le relais quelques kilomètres plus loin. On arrive pas loin du juge de paix. Attention, Banneberg ici, virage à gauche. Voilà. Et on va se projeter vers donc l'ascension dans le deuxième, sur l'autre versant du Kemmelberg. On va se passer ici même. Plancart qui protège. Nassen qui part. Oliver Nassen est parti. Attention, Houlgard
est présent également en tête de peloton. Van der Horn va devoir travailler. Voilà, ça y est, on va se lancer, on est dans les 30 derniers kilomètres. Il faut absolument sécuriser notre arrivée au sprint. À ce moment-là, on va donc travailler. Il y aura Van der Horn, il y aura Aimé de Ghent, puisqu'on espère secrètement, ouais là je consomme d'abord de Ghent, avant de demander à Van der Horn de prendre la fin du travail sur le plat. Et puis en espérant que Pasqualone va garder de la force le plus longtemps possible, ainsi qu'Alexander Kristoff pour... Là, je le joue clairement pour Girmay, hein. C'est une évidence. Van der Poel qui essaye d'attaquer, mais qui finalement se résout à rester dans le peloton. Nils Politt, vous voyez, il y a pas mal de tentatives, on le sait, hein. Le final de Gand-Wevelgem est toujours relativement nerveux. Et on a comme ça pas mal de coureurs qui tentent leur chance. Wright, décidément, a mangé du lion, puisqu'il se retrouve encore en attaque. Il est très fort, le bougre. Il est très fort. On roule, on essaie de contrôler. Je contrôle pas non plus à une vitesse inouïe, parce que je sais que un homme seul à 14 km de l'arrivée, avec toute la force restante, on va dire, aux leaders, mais également aux équipiers, n'a pas une grande chance d'aller rallier l'arrivée. Donc, on s'excite pas sur l'effort, l'intensité de l'effort. On profite plutôt du travail conjoint de multiples équipes qui n'ont pas intérêt à laisser partir et du coup qui ont intérêt à ce que ça se termine en sprint relativement massif. Vous voyez, 36 coureurs, 37 si on compte l'échappée qui va se faire irrémédiablement reprendre. Tiens, cassure, Girmay dans la cassure. On lui a fait suivre la bonne roue, non, ça va. 37 coureurs toujours. Ça sort, il y a des cassures potentielles ici à 6 km de l'arrivée. Van Aert qui en plante une, derrière Van Baarle, Florian Vermeersch qui essaie de sortir, Van der Horn, à qui il reste encore un petit peu de force, va nous faire la fin, c'est ce que j'annonçais. On va demander à Van der Horn d'être présent sur la toute fin, et on calera Girmay dans la roue de Kristoff, et on va jouer pour le sprint. On va jouer donc effectivement pour ce sprint, attention à déclencher au bon moment, sans cela on va se faire avoir. C'est parti, Pasqualone qui sprint, il n'y a plus d'énergie. Kristoff, Girmay a été lâché déjà, et c'est une victoire ici pour Binyam Girmay, devant Rasmus Stiller. On l'attendait pas celui-là, hein. On n'attendait pas Rasmus Stiller à pareille fête sur le sprint de Gand-Wevelgem. C'est chose faite, et donc ouf, on a réussi à rejoindre la réalité de cette victoire de Girmay sur Gand-Wevelgem, qui l'avait fait connaître à, on va dire, la plus grande partie des amateurs de cyclisme. On ne parle pas ici de ceux qui ne s'intéressent qu'une fois par an au Tour de France, mais plutôt à ceux qui suivent toute l'année le vélo. Girmay, donc, en grande réussite, puisque après Milan-San Remo, c'est Gand-Wevelgem qui tombe dans son escarcelle, avec une étape de Tirreno et quelques petites victoires par-ci par-là sur des courses de préparation. Je pense qu'on peut considérer que sa première partie de saison est réussie. Je vais l'économiser ensuite pendant la semaine qui précède le Tour des Flandres, parce qu'à ce moment-là, malheureusement, Girmay a un surcroît de fatigue qui est assez imposant. Je crois qu'il monte aux alentours des 60 de fatigue. C'est ce qui vous explique son faible pourcentage de forme préparation par rapport au fait qu'on avait visé le pic de forme à ce moment-là. Et donc, puisque l'ami Girmay est un peu fatigué, on va pas lui rajouter le Dwars door Vlaanderen, donc le à travers la Flandre, qui est en milieu de semaine le mercredi précédent le Tour des Flandres. Donc, équipe remaniée ici, avec Van der Horn, Planckaert, Dimitri Claes, Tom De Vrint, qu'on reverra un peu par la suite, Pasqualone, et voilà, du coup j'ai profité de à travers la Flandre pour introduire déjà dans les classiques Quinten Hermans, qui était parti je ne sais où. En attendant, je le préparais, je ne sais plus de quel côté, et puisque lui vise plutôt les Ardennaises a priori, et aussi sera attendu sur le Tour du Pays Basque que je proposerai à l'épisode suivant. Et donc c'est comme ça qu'on va appliquer toujours notre même stratégie, celle
qui consiste à rester présent le plus longtemps possible. Après, je ne sais pas si ça va se terminer par un sprint. Il y a une enfilade de virages à la fin de à travers la Flandre, à la fin de cette édition-là. Enfilade de virages sur laquelle il faut penser à sprinter suffisamment tôt. Donc ici, vous voyez, on a déjà consommé 2 équipiers qui se sont sacrifiés, Claes et Plancart. Les pauvres avaient des formes du jour assez calamiteuses. Et devant, on voit Florian Vermeersch qui fait le forcing pour essayer de sortir dans ce final. Petit secteur pavé sans importance. Wout van Aert est encore une fois présent, méfions-nous de lui. Il y a un beau plateau sur ce à travers la Flandre. C'est une amélioration. La start list de à travers la Flandre est bien meilleure que ce qu'on avait, ne serait-ce que jusqu'à PCM 2021. Il y a une start list beaucoup plus excitante. Donc, allez, le final. Van der Horn a fait le boulot. On va demander à De Vriend, finalement le plus en forme de tous ceux qui restent, de sprinter. Moi, je voulais lancer Pasqualone au final. Mais jamais Pasqualone ne passera l'épaule. Et là, interrogation suprême, qui a gagné? C'est Tom De Vriend qui s'impose d'un cheveu devant Wout van Aert. Mais c'est passé vraiment très très proche d'une issue différente. Là, on a vraiment du bol parce que à aucun moment Pasqualone n'a réussi à passer. En fait, le sprint de Vriend était trop bon pour que Pasqualone, avec un... Et puis surtout, vu le moment où ça a été déclenché. Donc, écoutez, victoire pour Tom De Vriend. C'est toujours sympathique de faire gagner d'autres coureurs que les plus en vue. On a vu déjà Van der Horn juste avant. On a Tom De Vriend ici. On avait eu plutôt dans la saison Petili. On aura peut-être de bonnes surprises avec quelques-uns assez prochainement. Mais quoi qu'il en soit, priorité donnée au collectif, hormis sur les monuments ou bien sur Gand ou Evelgem, où là c'était un petit peu particulier. Je voulais absolument rejoindre cette situation de victoire pour Girmay. Van der Poel, Van Aert, Asgreen, Van Baarle, Stuyven, bref, on connaît Lampart, on connaît tous ceux qu'il faut surveiller sur le Tour des Flandres. Tour des Flandres qui se présente sous les meilleurs auspices. Regardez, Christophe à +5, Pasqualone à +5. Bon, par contre, Girmay, on voit qu'il est en fin de pique. C'est terminé pour lui. Premier passage au Vieux Quarmont. Ça n'est pas celui le plus significatif du tout. La course n'est pas encore faite à ce moment-là, même si Van Aert et Van der Poel ne se lâchent pas d'une semelle et sont déjà bien à l'avant. Alors, il y a eu légère cassure sur ce premier passage, mais on sait que cette cassure n'est absolument pas impossible à rattraper. Non, ce qui compte vraiment, c'est à partir du deuxième passage au Vieux Quarmont. Voilà, c'est là que ça va se faire et que déjà de premiers dégâts très importants peuvent arriver. Tiens, Sonny Colbrelli qui est présent. On a toujours les équipiers de Van Baarle bien cachés dans le peloton. On a aussi la présence de certains coureurs. C'est sympa de voir Romain Bardet venir se mêler. En gros, il vient participer à un Tour des Flandres. On a comme ça quelques coureurs de renom qui viennent comme ça. Ça fait toujours plaisir de voir même des grimpeurs ou des coureurs de grand tour venir participer à ces monuments du cyclisme. Donc, joli petit clin d'œil. Le Capelmur. Alors là, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est le mur de Grammont, mais sur sa version qu'on connaît par exemple sur le Omloop et Newsblad. Et ici, se porter à l'avant. C'est absolument capital de se porter à l'avant parce que je cherche pas à faire éclater le peloton, bien sûr. C'est beaucoup trop tôt pour chercher à faire une chose pareille. On n'a pas les moyens d'assumer derrière en termes d'équipier. Et puis surtout, ce serait une forme de suicide de se consommer trop loin. Mais en revanche, être dans le bon groupe, ça évite juste d'avoir besoin de recoller à un groupe qui se serait légèrement échappé à cause, on sait, des blocages, à cause des petites relances en sortie de secteurs pavés assez pentus, etc. Vous la connaissez, l'histoire. C'est Pro Cycling Manager, ça n'a pas été révolutionné depuis pas mal de temps sur ce
plan-là, hein, donc ne pas se tromper, toujours la présence à l'avant, dès lors qu'il y a un secteur pavé. Girmay et Christophe, qui sont mes têtes de proue, doivent se porter ici à l'avant, dans le vieux Quarmont. Et regardez, on pourrait avoir une animation déjà de la course à ce moment-là, alors qu'on n'est qu'à 55 km de l'arrivée. Regardez qui est-ce qui surgit, encore une fois. Le trublion, le dingo, Van Der Poel, qui n'a jamais peur de rien, qui attaque de super loin, attaque sur les pavés du vieux Quarmont, seulement au deuxième passage. Et Van Der Poel qui va d'ailleurs pas tarder à reprendre. Voilà, tout de suite, les 3 hommes qui étaient encore échappés, les rescapés de l'échappée du jour. Enchaînement avec le Paterberg. Quelle puissance d'accélération ce Van Der Poel, hein. Il est vraiment incroyable à ce niveau-là. Nous, on essaie juste à ce moment-là de se porter le moins loin possible. Tiens, il y a Nitz solo aussi. Il y a seul que Clear qui a réussi à suivre Van Der Poel. Derrière, du boulot est fait par certains. Regardez, il y a Van Baarle qui est sorti et qui va d'ailleurs essayer de reprendre Van Der Poel. Oh là là, ces 2 hommes peuvent être excessivement dangereux dans le contexte du Tour des Flandres, avec même 44 km à accomplir. Van Der Poel, Van Baarle peut être le ticket gagnant de ce Tour des Flandres. Girmay a été bloqué. Il est encore bloqué par Lampart. Van der Horn n'est pas dans un bon jour. Girmay, vous le voyez bien, avec son +1, va vraiment, comment dirais-je, voir ses chances hypothéquées quasiment avant même la bataille finale, puisque quant à ça de barre jaune, vous voyez la barre jaune et la barre rouge de Girmay, hein, Van der Horn qui capitule, les courses se suivent mais ne se ressemblent pas. Girmay, c'est terminé pour lui, il va falloir jouer une autre carte, il va falloir jouer la carte d'Alexander Christophe, bien évidemment, à moins que Pasqualone ait un bon coup à jouer, mais vous voyez que devant ça ne s'est pas entendu. Van Der Poel a quand même relâché Van Baarle, et c'est Van Aert qui y va. Alors là par contre, on va peut-être pas non plus laisser tout le monde sortir, tant que c'était Van Der Poel et Van Baarle, mais avec les Jumbo dans notre groupe, on pouvait peut-être se permettre de se dire que les Jumbo allaient se consommer. Là, il n'en est plus question. Wout Van Aert qui sort, c'est juste pas possible. Donc on va, d'ailleurs de manière conjointe avec d'autres équipes, faire l'effort pour le reprendre et essayer de se positionner de la meilleure des manières pour attaquer le vieux Quarmont. Dernier passage, attention, Christophe va pouvoir y aller dès lors que Pasqualone aura tout donné. On est en train de reprendre quelqu'un là, c'est Van Baarle qui finalement est repris. Christophe en très bonne position, attention, il y a Asgreen aussi qui est là, Stuyven qui semble en très belle forme, Mohoric qui a suivi et qui semble avoir les bonnes jambes également. On va se placer ici, on a tout consommé sur le vieux Quarmont, on est complètement épuisé à ce moment-là, il n'y a plus grand chose en magasin. Christophe va saisir la roue de Van Aert en espérant s'accrocher dans le Paterberg, ce qui n'est pas forcément à notre avantage, puisque Paterberg, fort pourcentage, il y a moyen de se faire lâcher. Regardez ce qui va se passer. On s'accroche. Cassure provoquée légèrement par le Van Baarle qui traînait là. Et malheureusement, on a une petite cassure avec les plus forts du jour. Je rappelle quand même, il est sorti à 55 bornes de l'arrivée, Van Der Poel. Donc il est toujours à l'avant. Ouais, pour les autres, c'est terminé l'histoire. Allez, on va rallier à Oudenaarde de la manière la plus simple qui soit. Il n'y a rien à espérer. Derrière, en revanche, regardez le groupe Mohoric, Asgreen, Van Aert à 3 contre 1 pour essayer de reprendre Mathieu Van Der Poel. Nous, on est derrière, mais j'ai plus grand chose à proposer avec Christophe. On pourrait passer éventuellement un petit relais. On va le faire à un moment donné, je vais passer un relais. Mais il n'y a objectivement aucun espoir de reprendre ces 3 hommes-là qui, par contre, sont en train de grignoter petit à petit leur retard sur Van Der Poel. Ça y est, regardez. Ils ont recollé. Van Der Poel est sur le point d'être repris par le groupe Mohoric, Asgreen, Van Aert. Et là, faites vos jeux. Mais moi, je suis prêt à jouer ma voiture sur l'identité du vainqueur. Dans ces cas-là, on sait très bien qui s'est pas trop consommé et qui a bénéficié du travail conjoint de Asgreen et Mohoric pour reprendre Van Der Poel. Donc, suspense.
ou pas de suspense. Pas vraiment de suspense, hein. On sait très bien qui va régler ce sprint, c'est Van Aert, très très largement, il s'impose. Mohoric vient faire un très joli top 3, et on sauve notre petit objectif de top 5, objectif sponsor, avec un sprint désespéré d'Alexander Kristoff, pour venir comme ça satisfaire l'exigence du sponsor. Ouf, quel Tour des Flandres. Encore une fois, cette course nous réserve à chaque fois une très très belle intensité dramatique et du suspense, même si sur la toute fin on avait compris la manière dont ça allait se terminer, mais quand même quelle belle victoire. Et là pour le coup j'ai trouvé que évidemment c'est truffé d'aléatoires tout ça, et il n'y a pas de conclusion trop importante à tirer, on le sait très bien, un joueur de PCM, mais quand même on pourrait analyser en disant quelle tactique gagnante de Wout van Aert, qui finalement ne s'est jamais trop consommé, n'en a jamais trop fait, et a récupéré comme ça finalement les miettes. Et Van der Poel, il lui aura manqué 5 km en sortant à 55 de l'arrivée, donc il aura vraiment dynamité cette course lors du deuxième passage sur le vieux Quarmont, et il n'est pas payé à l'arrivée, 4e. C'est un peu regrettable. Van der Poel rarement payé pour moi dans ce début de carrière. En même temps, si les attaques sont trop lointaines, il y a de fortes chances que les cadors qui viennent de l'arrière puissent s'opposer à ça et reprendre le temps. Alors voilà, tout ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai joué le Tour du Pays Basque, que je vous proposerai dans le prochain épisode. Et d'abord une petite mise à jour des programmes. On va parler du Giro, parce qu'en fait, Girmay, Pozzovivo, Rota, De Gent, Vliegen, Taramae et Pic sont les gens que j'ai sélectionnés pour le Giro en début de saison. Et je m'aperçois quand même d'un petit problème de préparation. C'est consécutif à des pics qui n'ont pas été touchés exactement au bon moment, des blessures également. Et donc on a un petit retard en termes de planification pour certains. Je vais donc retirer Aimé De Gent de la liste. De toute façon, il était là en baroudeur, en costaud. Et je vais plutôt demander à Laurens Huys, qui va toucher son pic, à mon avis, en cours de Giro, d'aller chercher cet objectif. Heureusement, vous voyez, le 3 avril, je peux encore rajouter le Giro en tant qu'objectif. C'est parce qu'en fait, il est sur l'objectif Liège. Si le mec était sans objectif, je pourrais pas lui rajouter le Giro à ce moment-là. Mais on peut le lui rajouter parce qu'il est en train de constituer un pic qu'il aura en retard pour les Ardennaises. Donc on profite un petit peu de cet aspect-là du jeu pour rééquilibrer les choses en termes de participation et inscription aux courses à venir, et faire participer Laurens Huys sur le Giro. On aura une équipe avec pas mal de grimpeurs. On va essayer d'en profiter. Ce Giro s'annonce potentiellement intéressant puisqu'on pourra l'animer, on pourra partir en échappée. Qui sait, peut-être viser un maillot azzurro. Regardez, ça c'est les petites courbes des uns et des autres. J'ai une coupure heureusement pour Jan Hirt qui arrive. J'ai fait un peu mes comptes. Normalement, ça devrait le faire en termes de fatigue, équilibre fatigue, forme préparation, mais ça reste toujours un peu une pièce jetée en l'air. C'est-à-dire que le niveau de préparation avec exactitude qu'on avait auparavant, on ne l'a plus. Mais ça, c'est déjà depuis PCM 2021. Ne nous leurrons pas. Donc voilà, cet aspect-là du jeu, on ne peut plus en profiter, mais c'est pas grave du tout. Enfin, si, c'est pénible, mais on s'en accommode. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Rajouter des coupures aussi après les grands tours, c'est essentiel. Tu rajoutes pas de coupures, le mec est complètement mort pour la saison. Surtout s'il y a enchaînement, parce que j'en ai 2 là qui vont participer coup sur coup au Giro et au Tour de France. Donc pour ces 2-là, il n'y a pas d'arrangement possible, il faut qu'il y ait la cassure, même si on aura du mal à prendre un pic, on le sait très bien à l'avance. Et je vais, pour terminer cette phase-là, m'occuper de la réservation d'un stage. Alors donc ça veut dire qu'on va être particulièrement performant sur la fin de Giro. Pourquoi ? Parce que je blinde les étapes 17, 18, 19 là, sur ce stage à Merano. Et en plus, il y a des pics de forme qu'on va toucher à la fin. Donc le choix est clairement fait. C'est la fin du Giro qu'on est un peu obligé de privilégier. Tant qu'à faire, on le fait à blinde.
ça correspondait comme par hasard, c'est pas du tout un hasard, au nombre de jours que j'avais de disponibles dans le planning des uns et des autres, dans le planning de course et de préparation d'avant Giro. Donc on a opté pour ce stage-là, en se disant que même si on vit un début de Giro délicat sur le plan du classement général, on essaiera toujours de se refaire en 3e semaine. Voilà. Le Scale de Price, donc ça veut dire le Grand Prix de l'Escaut, pour terminer cet épisode. Grand Prix de l'Escaut sur lequel nos ambitions sont intactes, on va pas se laisser abattre. Ça avait avorté puisque Girmay se repose désormais. Girmay il est au repos et prépa de Giro, mais c'est tout. Donc le leader naturel c'est Alexander Kristoff, sauf encore une fois exploit possible pour un Adrien Petit par exemple, qui est doté d'une excellente forme du jour. On sait déjà que c'est sûrement pas Taco van der Horn qui va s'imposer là-dessus en solo par exemple, comme on a déjà pu le voir dans certaines situations, et les cassures qui se font ici. Il y a des cassures assez nombreuses. Il faut toujours se méfier de ces courses-là. Déjà, les échappées sont excessivement dures à reprendre quand on les laisse un peu trop filer. En l'occurrence ici, peu de gens pour participer à la poursuite de l'échappée et trop de coureurs dans l'échappée si je me place du point de vue du peloton. Ce qui fait qu'on a de grandes chances ici de ne pas pouvoir les reprendre. C'est pour ça que je demande à mon équipe de rouler à bloc, Van der Horn, Pic, Rota, tout le monde s'y met, tout le monde va devoir s'y mettre, et on garde juste un lanceur pour Kristoff, en espérant que le sprint nous sera favorable. Il y a encore un passage, voilà, sur le Brookstraat, le secteur pavé là de ce Grand Prix de l'Escaut. Allez, on voit qu'il y a d'autres équipes quand même qui nous aident ici, et c'est très très appréciable. C'est Merlier je crois et Philipsen. C'est assez comique de voir ces deux-là tenter cet effort-là à ce moment-là. Et là, il faut croiser les doigts. C'est quasiment mort. Alors, on aperçoit la flamme rouge. Flamme rouge. Adrien Petit qui sprint ici pour libérer Alexander Kristoff. Va-t-il être à temps? Regardez, ça se joue à un cheveu. Là encore, pour reprendre le pauvre, le malheureux, Gianni Marchand. Mais voilà, on vient chercher celle-là. Immense travail d'équipe couronné par la qualité du sprinter. Et enfin, Kristoff s'impose dans une course que je vous montre. Il s'était imposé en préparation simulée, mais il s'était pas imposé. Il avait fait deuxième les deux fois où j'avais essayé de jouer pour lui, que ce soit sur Bruges-la-Panne ou sur je ne sais plus quelle autre situation précédente. Je crois que c'était l'étape 7 de Tirreno. Bref, Alexander Kristoff s'impose. Ouf, c'est terminé pour cet épisode-là. Je vous retrouve la semaine prochaine. On n'oublie pas nos jeudis de Wanty. Maintenant, ça va devenir le slogan et l'habitude. A plus. Bonnes vacances. Bye bye.